Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Gilles Chaperon et je suis très heureux de vous accueillir ce matin pour ce webinaire consacré à notre plateforme Orbo. Je suis accompagné de Mintoine Roy et Sandra Arnaud qui va nous rejoindre aussi tout à l'heure. Donc ce webinaire est un tour d'horizon des principales fonctionnalités disponibles sur la plateforme à l'heure actuelle. Je vais commencer comme d'habitude pour nos webinaires Terrasol par quelques diapos, une introduction sur l'activité de Terrasol, sur ses logiciels, sur les prochaines échéances en termes de formation et les futurs webinaires. Et puis ensuite, on va passer principalement à une démonstration de l'outil en live. C'est parti. Donc Terrasol en bref, pardon. C'est une société qui a plus de 50 ans maintenant, qui fait partie du groupe CETEC. Donc aujourd'hui, on est une centaine de salariés, dont plus de 80 ingénieurs. On fait 30% de notre activité à l'international. On a des bureaux à Lyon et depuis tout récemment à Bordeaux. Et on est, vous le savez sans doute pour beaucoup, très impliqué dans l'activité, dans la communauté scientifique en géotechnique en France. Je le disais, on est une ingénierie géotechnique, donc on s'occupe de tout type d'ouvrages géotechniques, que ce soit les ouvrages souterrains, les infrastructures linéaires, maritimes, l'énergie, l'industrie, les fondations, digues et barrages, ouvrages d'art, déblais remblais. Vous avez quelques projets illustrés sur cette diapo, nos projets récents. Et c'est principalement, c'est notre cœur de métier de faire de l'ingénierie géotechnique. Mais ce qui nous caractérise aussi, c'est qu'on a depuis toujours développé des logiciels de calcul que vous êtes sans doute nombreux à déjà connaître pour avoir suivi nos précédents webinaires. Donc si je les balaye rapidement, il y a évidemment l'historique Talrand, qui sert à la stabilité des talus et des murs cloués par exemple. Foxta pour tout ce qui est fondation, radier, etc. Carea pour les soutènements, auquel s'est adjoint récemment, depuis 1 an maintenant, Sketch, dont la version 2 vient de sortir. On a réalisé un webinaire il y a le mois dernier, je pense, sur Sketch. Je vous invite à aller voir le replay. C'est un outil extrêmement puissant pour calculer les caches de ferraillage des pieux, des parois, et qui s'interface parfaitement avec Carea et également avec Foxta pour les pieux. Select, qui est un logiciel dédié à la liquéfaction des sols, et Straticad qui s'intègre à AutoCAD et à Civil 3D pour tout ce qui est dessin de coupe de sol, de profil en long, et qui, dans sa dernière version, est en 3D. Aujourd'hui, je vais vous montrer et je vais vous présenter Orbo avec Mintoine. Orbo est un peu spécial puisqu'il s'agit d'une plateforme web, d'un site web. Donc vous n'installez rien sur votre machine et vous vous connectez simplement au site, à l'application. Prochaine date, vous voyez ici quelques dates de nos formations. Il y aura sans doute une formation initiation à Orbo d'une journée en septembre ou octobre. La date est à fixer. En octobre, il y a des formations consacrées à Foxta, Carea, Talrand. En novembre, c'est les workshops Plaxis 2D et 3D. Et puis nos webinaires à venir. En septembre, un webinaire sera consacré à Talrand. En novembre, à Slake. En novembre, à Carea également. Et en décembre, à Foxta. Vous pouvez retrouver notre catalogue de formation, évidemment, sur notre site internet, comme d'habitude, et vous inscrire à la newsletter pour avoir des nouvelles les plus fraîches possibles. Maintenant, si je vous parle d'Orbo, donc quelques diapos d'introduction à qu'est-ce que c'est que cette application. Donc là, vous voyez le flyer qu'on a diffusé, que vous pouvez retrouver également dans les documents qui sont annexés à cette présentation, dans Applications et partage de fichiers. Vous pourrez retrouver ce flyer. Donc Orbo est architecturé de façon à ce qu'on suive le déroulement d'une étude géotechnique. Je vous l'ai dit, c'est notre principal cœur de métier à Terrasol, donc on est nos principaux utilisateurs de la plateforme. Et donc c'est décomposé en 5 facettes, en 5 briques qui construisent l'architecture de la plateforme. La première brique, c'est ce qu'on appelle la brique projet. C'est notre base de données de projet. Il y a un SIG intégré, une cartographie qui montre tous les projets intégrés au domaine dans lequel on évolue. La deuxième brique, c'est la brique reco, comme reconnaissance.
Là-dedans, évidemment, c'est une base de données de reconnaissance géotechnique avec des possibilités d'import-d'export. L'interprétation d'essais qu'on va intégrer petit à petit pour tous les essais. Et puis les rapports, la réalisation de rapports automatisés de données brutes. La brique du milieu, OAD, c'est comme outil d'aide à la décision. C'est principalement des outils qui vous aident à l'analyse pour faire des coupes, des blocs 3D de sol. On va vous montrer ça avec Minton tout à l'heure, qui vous donne des outils pour faire des statistiques sur vos données de sol. Et puis voilà, également la réalisation de rapports automatisés des interprétations que vous ferez avec cet outil. La quatrième brique, c'est la brique param, comme paramètre interprété. C'est une brique relativement simple qui a pour but de tracer les interprétations que vous ferez des reconnaissances que vous aurez mis dans la plateforme et que vous aurez analysées à partir des outils. Voilà, donc là-dedans, je vais vous montrer en 1 minute en quoi ça consiste tout à l'heure. La dernière brique, c'est la brique la plus importante, c'est la brique avec les outils de calcul. Donc là, il y a une vraie bibliothèque d'outils de calcul qui va s'étoffer avec le temps, évidemment. Et on va encore vous faire une démonstration tout à l'heure avec Minton de 2 ou 3 outils qu'elle comprend déjà. Voilà, j'en ai fini avec ça. Un petit point sur parce que c'est très important sur la confidentialité et le cloisonnement des données. Orbo fonctionne par domaine. Si vous utilisez Teams ou d'autres logiciels de ce type, vous êtes habitué. Vous pouvez switcher d'un domaine à l'autre très simplement et chaque domaine est cloisonné. Les gens d'un domaine A ne voient pas les données d'un domaine B, sauf s'ils sont invités spécifiquement, projet par projet, pour collaborer dedans. Donc nous, évidemment, on s'engage. Notre pôle logiciel, c'est lui qui développe l'outil. Il ne fait pas d'études, donc c'est écrit dans nos conditions générales d'utilisation que, en tant que gestionnaire de cette plateforme, nous n'accédons pas à vos données. C'est dit. Juste une petite diapo sur les notices. Comme à notre habitude, on vous fournit, et ça sera bientôt intégré directement dans l'application, une notice de prise en main. Et dernière diapo sur la version actuelle. On est en version bêta test, c'est-à-dire qu'on estime qu'il y a suffisamment de contenu pour que ça soit intéressant pour vous de venir la tester. Néanmoins, on est en train d'ajouter petit à petit tout l'été du contenu et ça ne va évidemment pas s'arrêter là. Et la spécificité de la bêta test, c'est que c'est gratuit jusqu'à fin septembre. Donc si vous voulez tester l'outil, il suffit de nous écrire un mail à l'adresse suivante, orbo@terrasol.com. Dans ce cas-là, je vous répondrai, enfin l'équipe du pôle logiciel vous répondra pour vous dire on vous ouvre un domaine au nom de votre société, on vous nomme un administrateur. Cet administrateur invite autant d'utilisateurs qu'il le veut. Pendant la bêta test, le nombre de licences est illimité. Un point sur les licences. Donc la diffusion commerciale est prévue pour, on va dire, mi-septembre, début octobre. Pour l'instant, il y a 2 niveaux de licence, basique et pro. Je vais y venir tout de suite dans la démo live. Donc je bascule sur mon navigateur. Ici, je suis sur l'adresse tout simplement du site internet orbo.com. Je clique sur le bouton pour aller vers la page d'authentification. Et ici, je vais me connecter dans un domaine qui s'appelle le domaine de démonstration avec des projets fictifs. Donc, on n'a que quelques projets. Donc, dans le domaine Terrasol, on a déjà quelques centaines de projets implantés sur la carte. Voilà, l'interface générale, c'est une carte. Évidemment, une carte où vous pouvez changer des fonds de plan si vous le souhaitez. Une carte où vous avez l'intégralité des projets de votre domaine. Encore une fois, vous ne voyez que les projets de votre domaine. Vous avez la possibilité aussi de restreindre l'accès à certains utilisateurs au sein même de votre domaine. Donc j'ai une barre de recherche, une barre de favoris pour mes projets. Un point important, si je vais ici, dans mon domaine, je peux changer de licence. Donc là, j'ai pris une licence pro. Attention, la licence free ne vous permet pas de créer et d'éditer les données dans la plateforme. Donc si vous voyez un message d'alerte qui vous dit je ne peux pas créer votre projet, c'est que vous êtes resté en licence free. Donc basculez sur la basique ou sur la pro. Dans mon domaine, le gestionnaire de domaine, c'est-à-dire votre administrateur, pourra créer autant d'utilisateurs qu'il le souhaite et donner des habilitations sur les licences à chacun d'entre vous. Voilà pour la partie homepage. Si je clique sur un projet, avec Minton, on a fait un projet de démonstration qui se situe à Paris, non loin de notre siège.
Voilà, donc c'est quand je clique sur le projet, j'accède à une page de description du projet où je peux mettre un certain nombre de métadonnées, décrire les clients, en quoi consiste le projet, mettre un historique des modifications qui ont été faites manuellement, si je le souhaite. Dans un second onglet, je peux dessiner sur la carte, donc avec des outils de dessin ici, ou même importer un calque. Pour l'instant, on peut importer un calque GeoJSON, c'est-à-dire vectoriel, géoréférencé, mais très bientôt, on pourra également importer des images raster géoréférencées. Donc Mintoine, pour préparer cette présentation, a dessiné un certain nombre de calques sur les voies d'Austerlitz, puisqu'il s'agit de ça, couverture des voies d'Austerlitz à Paris. Et puis, il a créé 2 secteurs, le secteur lié à un jeu de fond de piles de fondation et un autre, fil F, fil J. Et il a créé les ouvrages qui vont avec. Donc c'est notre granularité dans Orbo. On dessine des calques, des polygones, on y affecte des secteurs et à l'intérieur, on va créer des ouvrages qu'on va vouloir dimensionner avec les outils qui sont présents dans la plateforme. Dans le troisième onglet, on décrit les sols en présence. Donc typiquement, moi, ce que je fais quand j'utilise Orbo, il faut que je dézoome un petit peu pour avoir la carte géologique. J'affiche ma carte géologique, je regarde les formations en présence, je les liste ici. On a choisi d'avoir 2 types de codes, un code purement géologique pour vraiment les grandes parties du terrain en présence et un code géotechnique qui est parfaitement libre pour décrire les faciès en présence. Voilà. Ici, dans la gestion des utilisateurs, donc c'est ce que je vous disais, pour chaque projet, vous avez la possibilité d'inviter des gens. Donc ici, par exemple, Marc, dans cet exemple, est membre d'un autre domaine, du domaine Terrasol, mais je l'ai invité dans le domaine de démonstration pour qu'il puisse avoir accès en lecture seule à ce projet. Donc du moment que j'ai fait cette étape-là, il accède en lecture seule au projet, il peut voir les données. Si je switch sur édition, voilà, maintenant c'est fait, Marc peut éditer dans le projet, il peut modifier les données ou ajouter de nouveaux modules de calcul, faire des calculs, etc. L'onglet administration, c'est uniquement pour supprimer le projet s'il y a besoin. Il y aura d'autres choses intégrées bientôt et surtout pouvoir restreindre l'accès au projet aux membres du domaine si vous voulez qu'il ne soit pas vu de tout le monde. C'était la première brique projet. La deuxième, c'est celle consacrée aux reconnaissances. Donc, c'est la véritable base de données de reconnaissance. Ici, pour la démonstration, Mintoine a implanté une vingtaine de sondages. Donc, ça se fait très simplement ici en donnant un identifiant au sondage et en cliquant déposant sur la carte. Évidemment, vous pouvez renseigner les coordonnées dans n'importe quel système de référence que vous connaissez. Il va pouvoir chercher dans la liste des systèmes qui sont disponibles. Quand j'ai créé un sondage et que je clique dessus, j'ai tout d'abord une carte d'identité qui décrit le type de sondage, etc., des métadonnées. Je peux évidemment le déplacer, préciser sa profondeur, le nivellement. Dans l'onglet réalisation, on va ajouter pas mal de choses pour pouvoir tracer tout ce qui est diamètre de forage, ajout d'eau, etc. Et puis d'autres de cimentation. Il y aura une dizaine de formulaires ici qui pourront être renseignés et qui seront transcrites ensuite dans les rapports qui seront édités automatiquement. Et dans la partie données, c'est plutôt les données liées aux essais et aux mesures. Donc là, Mintoine a renseigné la stratigraphie, uniquement la stratigraphie d'ailleurs, sans mettre les descriptions, mais c'est versatile, vous pouvez l'utiliser pour couche par couche, centimètre par centimètre si vous le souhaitez, décrire votre stratigraphie avec cet outil-là. Et puis ensuite, affecter les codes géologiques, codes géotechniques, qui sont représentatifs de la couche que vous avez décrite. Donc actuellement, on a une dizaine de formulaires de disponibles. Cet été, on travaille à produire la totalité des formulaires, enfin une bonne partie des formulaires. Donc bon, pour l'instant, vous voyez ceux qui ne sont pas disponibles en gris. Néanmoins, donc on peut créer des échantillons. Ici, j'ai créé juste un échantillon. Il va venir, vous pouvez charger évidemment l'image. Et ensuite, une fois qu'on a créé des échantillons, on peut ajouter des données associées. Donc là, j'ai ajouté une teneur en eau et j'ai ajouté une courbe granulométrique. Donc ça prend toujours le même format. Je choisis mon échantillon source, je précise le toit et la base de chaque spécimen, je donne un identifiant qui est généré automatiquement et je rentre mes mesures. Donc ici, pour la granulométrie, on a rajouté les listes de tamis des normes. Donc là, j'ai ajouté automatiquement les tamis. Il m'a suffi ensuite
de préciser les passants. Si je retourne à la liste des sondages, on peut évidemment rentrer les paramètres de forage, des essais pressiométriques, on va y venir tout à l'heure dans l'analyse, visualiser par un graphique les mesures qui sont réalisées. Et voilà, je pense que j'ai montré l'essentiel. On va passer à la partie analyse. Alors oui, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'on peut importer des données. Donc normalement, pour chaque formulaire, vous, par exemple, si je prends les essais pressiométriques, vous pouvez importer un fichier CSV, un fichier texte, et une fois que vous l'avez choisi, vous pouvez faire la correspondance des colonnes. Ça marche un petit peu pour ceux qui connaissent, comme dans Foxstar. Vous dites, là voilà, la colonne de mon fichier correspond à la colonne de la base de données. Et ça vous permet de rentrer automatiquement les mesures sondage par sondage. Néanmoins, on supporte, je vais y venir tout de suite, les fichiers AGS, donc c'est-à-dire multi-données, multi-mesures. Donc avec cette touche importer, vous pouvez importer des données AGS. C'est encore un petit peu brut, donc on est en train d'améliorer beaucoup la fonction. Mais voilà, je pense que d'ici la fin de l'été, on aura atteint une robustesse dans l'import qui sera importante. Et d'autant que, en fait, on a choisi de construire la plateforme sur le format d'échange AGS. Donc ici, quand vous cliquez sur cet onglet tableau, vous voyez l'intégralité des tables qui sont présentes dans notre base de données de reconnaissance et qui sont, pour ceux qui connaissent, les tables de l'AGS avec les noms de l'AGS. Donc ici, j'ai la table localisation. Donc on revoit les colonnes de l'AGS avec la localisation qui est renseignée. Il y a un mode édition qui marche, mais qu'on va améliorer. On peut exporter en CSV et on pourra très bientôt, je pense la semaine prochaine, importer un CSV avec les données associées. Voilà, donc c'est bon pour l'AGS. Donc il y a une centaine de tables. Donc ça nous permet d'être extrêmement complet d'un point de vue type de données supportées par l'application. Une dernière chose, on est en train aussi de traduire en français et de donner des noms compréhensibles à ces tables de l'AGS pour que vous puissiez vous y retrouver simplement. Voilà, pour la partie reconnaissance, je vais arrêter là et je répondrai ensuite à vos questions. La troisième brique, je l'ai dit, c'est les outils d'aide à la décision. Donc, comment ça se passe? Ici, vous avez une fenêtre qui s'affiche et vous pouvez créer autant de cas d'études que vous voulez. Les cas d'études, c'est des dossiers pour ranger vos analyses. Voilà. Et pour chaque cas d'étude, vous pouvez ajouter ou retirer des modules. Donc, une fois que j'ai ajouté un module, ce module est ajouté à mon projet. Je vais éditer dans le module et les données que j'aurai indiquées rentrées dans ce module seront automatiquement sauvegardées en ligne. Je vais maintenant passer la parole à Mintoine qui va vous présenter les 4 modules phares de cette brique. Je vais essayer de partager mon écran. Bonjour à tous, j'espère que vous voyez mon écran. Donc, je vais vous présenter une application une application d'Orbo dans le cadre d'un projet réel. L'objectif, l'objectif n'est pas de vous présenter le projet en détail, mais plutôt de vous faire une démo pour vous montrer comment Orbo peut vous en servir dans le cadre de vos travaux quotidiens. Donc là, je suis sur la plateforme Orbo, donc je suis dans le domaine démo, dans lequel on a mis les projets qu'on va vous présenter. Donc là, pour accéder à un projet, il y a plusieurs moyens de faire, soit directement sur la carte, soit par la barre de recherche. Donc ici, j'ai accédé au projet via la carte. Donc là, je suis dans le brique projet dans lequel, je viens de vous présenter. Là, on peut saisir plusieurs types de données, on peut dessiner des cannes, importer des cannes, et puis on saisit aussi, les terrains susceptibles d'être rencontrés sur le site.
Bien évidemment, tous ces données-là, on peut modifier à tout moment. Donc là, c'est les briques projet. Je vais basculer maintenant dans le brick Rico dans lequel on a saisi autour de vingtaine de sondages. Donc très rapidement, quelques mots sur le projet. Donc c'est un projet ATM. C'est ATM, c'est l'acronyme de 3 secteurs en fait. Si vous voyez sur la carte, donc c'était Austerlitz, Tobiac et Masséna. Donc c'est un projet d'aménagement urbain en grande ampleur qui s'inscrit en fait dans le cadre d'un projet encore plus grand, c'est Paris Grand Paris Rive-Roche. Donc en fait, il y a sur ce projet-là, il y a un tas de dames qui ont été réalisées dans les années, au début des années 90, et certaines sont toujours en cours de conclusion. Donc notre projet, c'est ici, qui s'appelle, il est nommé ADM M10VP. M pour le secteur Masséna, 10 parce que c'est la 10e de couverture, et VP parce que le projet est au-dessus des voies principales. Voilà quelques mots sur le projet. Donc, dans le brick éco, là, on essaie en fait d'empanter voilà, vingtaine des sondages. Donc, la dame de couverture sera fondée en fait sur 2 fils des barrettes. Donc, vous voyez aussi ici, là, voilà, les 2 lignes en pointillés, en bleu et en orange. Ça correspond à 2 fils des barrettes qu'on va construire dans le cadre de ce projet. Et il est intéressant aussi de voir que sur le fond de carte, le projet qui est en cours de conclusion en fait, avec les poutres, et puis on va bientôt poser les. Voilà, on va aller, on est allé pour poser la dalle, quoi, au-dessus des poutres. Donc voilà, une fois que les données des sondages sont complétées, sont saisies, bah, on peut passer par l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on peut analyser des données. Donc là, je vais basculer vers l'onglet, vers la brique OAD, donc une team test à la décision, dans laquelle on a mis à disposition plusieurs une team OAD, une team d'aide à la décision. Donc, si je bascule ici, je clique sur le bouton ajouter un module, bon, on voit la liste des modules qu'on a ajoutés. Donc, pour commencer, bah, je peux, pour commencer, une analyse géotechnique. On commence souvent par apprécier un peu le contexte géotechnique du projet en cherchant en fait les données d'archives. En l'occurrence, on peut avoir des sondages d'archives BRGM, on peut avoir voilà, les données liées aux risques naturels, etc. Donc, pour cela, on peut utiliser une LinkedIn qui s'appelle Base. Donc, là, j'ai déjà ouvert LinkedIn, en fait, LinkedIn Base, qui permettent, en fait, de récupérer automatiquement les données d'archives les données d'archives BRGM. Donc, il y a toujours 2 fenêtres pour toutes les LinkedIn d'Orbo, donc une fenêtre de saisir à gauche et une fenêtre de résultat à droite. Après, on peut toujours basculer entre les deux, hein. On peut en changer la largeur, il n'y a pas de problème. Donc, dans l'onglet données, là, voilà, on peut changer le fond de carte, on peut mettre les cartes géologiques ou même les cartes, par exemple, les aléas, retraite, gonflement, etc. Dans les projets, bah, ici, soit on peut ajouter un projet de façon manuelle en ajoutant une ligne et taper les coordonnées, les systèmes de coordonnées du projet, soit on peut importer depuis la base. Donc, vu que les données sont déjà saisies dans les briques reconnaissance, bah, ici, on peut importer, par exemple, le tableau stratigraphie. En fait, il va chercher toutes les coordonnées des sondages. Et puis, on peut importer, voilà, juste une ligne, peut-être ça suffit dans ce cas-là, qui correspond en fait le coordonnées d'un sondage. Parce que l'idée après, c'est qu'on va définir en fait un rayon de recherche, un rayon de requête, et puis il va chercher sur le site, LinkedIn Base, il va chercher sur le site BRGM en fait pour récupérer tous les sondages d'archives autour de ce projet-là. Là, je peux, par exemple, vous montrer, je vais chercher et essayer de récupérer en fait tous les sondages archivés dans un rayon de 0,5 km autour du centre de projet.
Donc là, si je vais dans l'onglet CanQueen, j'essaie juste de lancer le CanQueen. A priori, en fait, il va faire les requests au sein du site BRGM et puis essayer de trouver tous les sondages d'archives disponibles sur le site. Donc là, le CanQueen a été lancé, ça prend à peu près 5 secondes. Et on a trouvé à peu près 200 sondages d'archives autour du centre de projet. Donc là, c'est tous les sondages d'archives qu'ils ont trouvés en fait sur le site BRGM. Donc on peut visualiser sur la carte. Et puis, l'unité de base vous sort aussi les cartographies 2D, 3D, quoi, en utilisant la méthode d'interpolation de Risage pour faire l'interpolation. Donc là, vous voyez en fait la variation du niveau de terrain, niveau de terrain naturel. Après, on peut, voilà, s'il cherche, il arrive à trouver les couches stratigraphiques, quoi. Il arrive aussi à afficher la variation du niveau base de cette couche-là. Donc, par exemple, là, il a trouvé le TN, le niveau de la couche quaternaire, et puis il peut éventuellement changer les couleurs. Et à partir de toutes ces données-là, il arrive aussi de bâtir une modèle stratigraphique 3D, quoi, en récupérant toutes les informations sur les données d'archives. Donc, vous voyez ici, on a le TN et les niveaux bas des deux couches. Et il sort aussi deux tableaux, donc un tableau pour les sondages, donc les sondages, c'est-à-dire qu'il contient toutes les informations des sondages, les coordonnées, voilà, l'identité, et puis il y a une dernière colonne qui permet de vous envoyer directement vers le site BRGM, dans lequel vous avez retrouvé toutes les informations en fait disponibles. Et un deuxième tableau qui correspond aux logs géologiques validés. C'est à partir de ce tableau-là qu'il récupère en fait les données, les stratigraphiques pour bâtir les surfaces, les cartographiques 2D et 3D. Si j'essaie de zoomer sur le centre du projet, par exemple, si je cherche, voilà, je trouve le sondage le plus proche qui termine par PBAT, par exemple. Je peux venir dans les tableaux, essayer de chercher ici, en fait, de filtrer. Je tape ici PBAT. Il va trouver le sondage et puis je peux cliquer sur le lien dans la dernière colonne pour arriver sur le site BRGM. Et là, je peux avoir toutes les informations concernant les sondages les plus proches. Voilà, on peut voir ici voilà, les lithologies. On a sur le site, éventuellement, on a les remblais, des alluvions anciens, les calcaires routiers, les faux glaces, les sables d'auteur, etc. Donc, ça nous permet en fait d'avoir une première vue en fait sur le contexte géotechnique, le contexte géologique du site. Donc, à partir de ça, on peut identifier en fait deux couches d'ancrage. Éventuellement, c'est des calcaires routiers et les sables d'Auteuil, par exemple. Une fois qu'on a toutes ces informations d'archives, on peut commencer à faire notre propre analyse à partir de notre propre données d'entrée. Donc, moi, je peux vous montrer, par exemple, une petite ciseau qui permet de faire la cartographie. Donc, dans un premier temps, on cherche en fait de voir est-ce qu'on a la présence des calcaires saines, les calcaires aussi un peu partout, parce qu'à partir des données des sondages, on a identifié en fait un passage des calcaires intérêts. Donc, il faut qu'on analyse, en fait, par exemple, la variation de l'épaisseur des calcaires saines pour voir jusqu'à à quel endroit qu'on peut voilà, ancrer les fondations profondes dans les calcaires saines ou dans quels endroits qu'il faut aller chercher les sables. Donc là, l'unité ciseaux qui vous permet de sortir une cartographie, soit la base ou le toit d'une couche. Ou par exemple ici, je vais essayer d'analyser l'épaisseur d'une couche. Donc ça, c'est la couche calcaire-saine. Toutes les données ont été saisies. En fait, si je lance le CanQueen, si je lance le CanQueen, voilà, il va vous sortir une cartographie qui vous montre la variation, l'épaisseur des calcaires routiers saines. Donc, si on essaie de tracer ici l'emprise du projet, on voit bien qu'au sud,
L'épaisseur des remblais, des calcaires saines sont très faibles, autour de 0 à 1 mètre. Par contre, au nord, on a une épaisseur importante des calcaires rochers saines. C'est-à-dire, au nord, on peut envisager un système de fondation profond, mais courte, ancré dans les calcaires saines. Par contre, au sud, il faut envisager un système de fondation qui doit chercher en fait la couche d'ancrage plus profond, les sables d'auteuil. Donc, je peux vous montrer, voilà, ce qu'il peut faire l'ultime ciseau. Donc, il sort la cartographie. Et puis, il y a un autre outil qui fait aussi le travail, enfin, le calcul d'interpolation, mais de façon un peu plus globale. C'est-à-dire qu'il va vous sortir, en fait, un modèle stratigraphique de tout l'ensemble. On va définir, en fait, les sondages et la stratigraphie qui correspond à tous les sondages. Et puis, il va faire l'interpolation, il va faire le calcul d'interpolation, en fait, pour définir, en fait, la variation stratigraphique de chaque couche. Donc là, vous voyez, c'est l'Intistra. Donc là, on voit l'implantation des sondages en 3D avec l'empris des projets, l'emplacement de fines des barrettes. Les couleurs, enfin, là, c'est les profils, enfin, les lobes sondages, en fait. Les calcaires rochers enterrés, là, j'ai mis les couleurs en rouge donc pour qu'on puisse l'identifier facilement. Donc, voir que l'épaisseur des calcaires rochers saines, ils ne sont pas homogènes, en fait, ils varient d'un sondage à l'autre. Donc là, toutes les données d'entrée, on a besoin, c'est les formations, c'est les couches, quoi, la stratigraphie. C'est-à-dire qu'on va saisir les sondages, les coordonnées et puis la stratigraphie qui va avec. On peut saisir aussi des points de précision, c'est-à-dire que c'est les points qu'on veut en fait que Strass sorte en fait la stratigraphie interpolée. Je me suis amusé en fait d'implanter toutes les appuis des barrettes de la FINSI et on verra qu'est-ce qu'on peut obtenir comme la stratigraphie au droit de chaque appui en fait. Donc là, j'essaie de lancer le calcul. Donc voilà, le calcul a été lancé. Donc en termes de résultats, on a la surface 2D, mais cette fois-ci, on n'a pas une cartographie comme ciseaux, mais on en a plusieurs. Donc là, c'était la variation du niveau tel. On a plus de couches. Ça, c'est voilà, les alluvions modernes, les alluvions anciens, les calcaires rochers enterrés. Et puis, on a un modèle 3D. Bon, avec voilà, on voit l'emplacement, enfin, les logs des sondages, enfin, les sondages, puis la variation stratigraphique dans un modèle 3D. On peut sortir aussi les coupes. Donc là, si j'essaie juste de sortir une coupe, selon X, qui traverse peut-être au milieu de fines des barrettes, F et J, juste pour voir en fait plutôt la variation des calcaires rochers saines et enterrés. Là, si j'essaie en fait de basculer là vers le centre du projet, entre les deux fines des barrettes, on voit que voilà, il y a une partie, enfin la partie nord du projet, on a la partie sud, on a une présence importante des calcaires rochers. Par contre, la partie nord, on a une présence sur une épaisseur négligeable des calcaires rochers enterrés. Donc, ça nous donne une idée en fait sur la conception des fondations qu'on peut avoir. Et puis, sur les prévisions, bah, là, on voit en fait la stratigraphie interpolée de tous les points sur tous les appuis parce que voilà, j'ai choisi d'implanter ajouter toutes les appuis de la FINSI. Donc, voilà la stratigraphie qui varie sur toutes les sur tous les appuis de la FINSI. Donc, lorsqu'on regarde ça, les couches en rouge, c'est les calcaires enterrés, les couches, voilà, en dessous, c'est les calcaires rochers sel. Bon, on peut dire qu'en partie
de l'appui J1.1 jusqu'à l'appui J1.30, on peut envisager des fondations profondes, mais avec une longueur courte, ancrée dans les calcaires rochers. Par contre, à partir de l'appui 32, par exemple, lorsqu'on a une présence importante des calcaires rochers sains, peut-être il faut qu'on cherche en fait les sondages profonds, les fondations profondes qui sont voilà, qui sont ancrées dans les sables. C'est-à-dire qu'il faut traverser les faux glaces, quoi. Voilà un exemple pour l'Untinstra. Et puis là, une fois qu'on fait l'analyse stratigraphique, bon, on peut continuer avec une analyse statistique, c'est-à-dire analyse des paramètres. Donc, on a mis à disposition plusieurs unités d'analyse statistiques qui permettent d'analyser les sondages pressiométriques, les sondages CPT, ou les essais laboratoires, les essais granulométriques, etc. Donc, si par exemple j'essaye d'ouvrir un LinkedIn qui s'appelle Press, donc qui permettent de faire analyse des essais pressiométriques. Donc, dans l'onglet données, en fait, là, je peux importer toutes les données que j'ai saisies depuis la RECO, pas depuis la brique RECO. La formation, par exemple, je peux voilà, sélectionner un tableau. Enfin, il a trouvé un tableau disponible dans la brique RECO. Donc là, on va trouver toutes les formations disponibles. Donc, j'importe, je trouve toutes les couches. La stratigraphie, pareil, il y a un bouton import depuis la base. Je vais essayer d'importer la stratigraphie. Donc, c'est le tableau, il va trouver voilà, les sondages avec la stratigraphie. Donc, je peux vérifier, sinon, par défaut, c'est tout coché, c'est-à-dire qu'on va tout importer. Après, on peut décocher si on veut pas importer certains sondages. Là, je peux importer tous les sondages. Donc là, on a tous les sondages. Donc, on peut venir dans l'onglet essais. Pareil, on fait pareil. On peut chercher en fait tous les essais pressiométriques disponibles. Et puis, une fois qu'il trouve, on peut cliquer sur l'import. Donc, il a trouvé tous les essais pressiométriques. Et puis, il a tracé en fait les profils des paramètres pressiométriques, le module pressiométrique, pression limite, pression fluage, en fonction de la profondeur. On peut faire les filtres, c'est-à-dire qu'on peut sélectionner de faire l'analyse par sondage ou par secteur, puisque lorsqu'on décide les cannes dans la brique projet, il détecte automatiquement le sondage qui dépend de quel secteur. Donc, on peut faire en fait l'analyse par secteur. Une fois qu'on finit la saisie des paramètres, on peut aller dans le calcul. Et puis, lorsqu'on lance le calcul, ça prend juste 2 secondes. Il vous sort une analyse statistique dans laquelle on voit les essais par formation. Donc, on a des remblais, les alluvions modernes, les alluvions anciennes, les calcaires rochers sains sont sont en rouge, et puis les calcaires rochers sains, les sables supérieurs, les faux glaces, etc. On a l'histogramme, les statistiques, donc c'est-à-dire toutes les moyennes harmoniques, géométriques, les résultats par essai. Donc, on peut exporter, en fait, pour les résultats en type de tableau, on peut sélectionner les lignes et puis exporter vers Excel pour sauvegarder en local si on veut. Donc, voilà, je viens de vous présenter certaines lignes du brick OAD qui vous permettent, en fait, de faciliter un peu votre analyse des données géotechniques. Je laisse Jean de vous présenter la brique suivante. Oui, refaire la transition. Donc ça, c'était les outils d'analyse, troisième brique. Il y a une brique intermédiaire entre la brique d'analyse et de calcul. C'est ce qu'on appelle, nous, la brique param, comme paramètre. Donc dans cette brique-là, tout simplement, c'est, on va dire grossièrement, un tableau Excel amélioré
Vous pouvez créer autant par secteur, autant de tableaux que vous voulez et y attacher des colonnes avec des informations. Donc ici, par exemple, je rajoute une colonne avec les poids volumiques et puis je vais rentrer la valeur que je veux ajouter à mon paramètre. Et puis l'intérêt, c'est que je peux laisser une trace de la décision que j'ai prise. Donc ici, j'ai choisi 18, je peux préciser pourquoi. Voilà pourquoi. Donc ça vous permet ensuite de laisser cette trace pour vos collègues et vos collaborateurs sur ces projets-là. Ils vont comprendre pourquoi vous avez choisi cette valeur dans 5 ans quand ils reviendront sur le projet. On a aussi prévu une description avancée, statistique de chaque paramètre, c'est-à-dire que on pourra définir une valeur moyenne, un écart type, un min et un max, de façon ensuite à pouvoir, dans les outils de calcul, générer une multitude de calculs de sensibilité et ne plus raisonner en termes de calculs déterministes, mais plutôt des calculs en sensibilité probabiliste. Donc voilà, ça c'est des choses qui vont sortir au fil de l'eau quand on aura intégré toutes ces idées dans la plateforme. Vous pouvez également préciser les niveaux de nappe. Donc là encore, créer autant de tableaux que vous voulez pour préciser les niveaux de nappe. Là-dedans, c'est quelque chose qu'on va améliorer aussi avec le temps. Ça nous permettra de définir aussi, dans le cas d'un multinappe, des nappes superposées, les diagrammes de pression. Alors, donc ensuite, si je vais dans la dernière brique et je vais repasser la parole à Mintoine ensuite. Donc, dans la brique calcul, vous allez retrouver un accordéon par secteur. Et pour chaque ouvrage que vous avez créé, vous pouvez créer de la même façon que pour OAD des cas d'études, c'est-à-dire des dossiers de rangement de vos calculs. Et dans chaque cas d'étude, vous pouvez ajouter des modules de calcul. Ici, on en a une dizaine pour le moment. En interne, on en teste une quinzaine, une vingtaine. Et donc, petit à petit, des outils vont apparaître dans la plateforme semaine après semaine quand on les aura testés, validés de notre côté. C'est des outils qui, à part FondSup et FondProf, sont complémentaires de notre catalogue de logiciels actuels. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas faire les mêmes choses, à part FondSup, FondProf, encore une fois, ils viennent faire des choses supplémentaires. Voilà, donc c'est aussi intéressant pour vous d'avoir accès à ces modules de calcul qui sont des nouveautés de notre catalogue, chacun indépendamment. Voilà, je laisse la parole à Mintoine pour une démonstration sur FondProf. Allez, je vais repartager mon écran. Partager l'écran. Partager. Ok, bon je vais terminer par les briques Kenquin. Donc je vais vous présenter voilà quelques outils Kenquin qu'on a intégrés dans Orbo. On peut commencer rapidement par FondSup. Sur ATM, on commence toujours par trouver une solution fondation. On commence toujours par une étude de faisabilité pour trouver une solution adaptée, quoi. Si on commence par FondSup, on peut essayer d'étudier est-ce que c'est faisable ou pas ce type de fondation, en tenant compte de la descente de charge du projet. Donc, j'essaie juste de vous montrer un calcul rapide. Et en particulier, donc c'est comme FondSup de Forsta dans lequel on va saisir toutes les données d'entrée, les couches, avec les paramètres, les fondations, les charges, etc. Donc, les charges que j'ai mis ici, c'est la charge correspond à un appui. C'est une charge en combinaison un SQP. Il y a quand même certaines nouvelles fonctionnalités intégrées dans la version Orbo. Par exemple, ici, on est capable de faire une étude de sensibilité. Donc, on peut essayer de varier, on peut en fait faire varier certains paramètres et voir tout de suite en fait la variation d'un paramètre ciblé, par exemple l'important, le tassement, etc. Donc, je peux essayer de faire un calcul de sensibilité dans lequel j'essaie de faire varier les deux paramètres, donc la largeur et la longueur des fondations, par exemple, pour voir en fait jusqu'à est-ce qu'on arrive en fait de trouver une dimension qui permette de justifier l'importance vis-à-vis de la descente de charge qu'on a. Par exemple, si j'essaie de faire varier la largeur entre 3 et 6 mètres,
La longueur entre 6 et 12 mètres. Et puis, si je vais dans l'onglet calcul, parce que l'onglet calcul, bon, on a tous les résultats classiques du cas de chart qu'on a mis ici. Comme Forkstar, on a les profils en tableau, en graphique, des résultats. Donc, on a les résultats en termes d'importance, on a les résultats, toutes les vérifications d'excentrement, glissement, tassement, etc., les raideurs, les portants sismiques, on n'a pas demandé de faire ce calcul-là. Et puis, les sensibilités. Donc là, il va faire en fait toutes les vérifications, voilà, l'important, le glissement, l'excentrement, etc. Il sort une carte cartographique, comme vous voyez sur l'écran là, parce qu'on a fait varier la largeur et la longueur. On voit que voilà, il faut au moins une fondation avec une largeur autour de 6 mètres, enfin une fondation de 6 mètres, enfin 6 mètres, quoi, pour pouvoir justifier en fait la capacité portante. Et vu la contrainte qu'on a eue sur le projet, bon, on voit bien que cette solution n'est pas faisable. À partir de ça, bon, on peut basculer sur une deuxième solution, donc c'est une fondation profonde. Donc, dans le cadre du projet, on a envisagé, en fait, on a dimensionné, étudié les fondations profondes de type barrette. Il y a deux types barrettes, comme barrette court et barrette long. Bon, là, je vous fais juste une démo, en fait, un calcul de fonds propre classique, c'est comme fonds propre de Forkstar, dans laquelle on saisit tous les paramètres. Et puis, comme un cas, un pied isolé, quoi, mais on peut définir une section quelconque dans laquelle on met les périmètres et puis l'air, le périmètre pour le calcul de frottement et l'air pour le calcul de la résistance en point. Donc, vous voyez ici le modèle avec la stratigraphie, la présentation des barrettes. Lorsqu'on lance le calcul, bon, on a les résultats des fonds propres, les résultats en type de tableau et puis les courbes de portance. Voilà, donc là, c'est une barrette longue. Donc, il faut chercher, avec la descente de char qu'on a mis, il faut chercher en fait les couches des sables supérieurs, les sables d'Auteuil. Donc, il faut en fait envisager les barrettes avec une longueur autour de 35 mètres, quoi. Donc là, on est plutôt dans la zone avec la présence des calcaires enterrés. C'est pour ça qu'il faut qu'on cherche en fait des couches, la couche profonde, la couche d'ancrage profond, les sables d'Auteuil. Donc ça, c'est deux calculs des deux modules classiques qu'on a eu en fait de Forkstar, de fonds sup et fonds propres. Après, vous avez à votre disposition aussi plusieurs d'autres modules de calcul pour le Ramblay pour calcul de poinçonnement, Groupie pour calcul de rabattement de la nappe, fond fouille pour vérification de grenade solide, tunnel pour faire la calcul structure d'un tunnel, calcul 2D, ou une tranchée couverte par exemple. Et puis certaines utines pour faire la vérification STR, vérification acier, bois, ou faire des calculs de déformés cinématiques d'une couche. On va ajouter au fur et à mesure en fait des nouveaux utines de calcul. Donc pour terminer, je peux vous présenter, vous faire une petite démo sur l'utine Groupie qui permettent en fait de calculer le niveau de rabattement en tout point, quoi. Avec une nappe captive ou bien avec une nappe libre. Donc, on a des formules qui nous permettent en fait de calculer le niveau de rabattement d'un nappe en tout point à partir d'un puits isolé ou bien à partir d'un réseau de puits. Et puis, on a des formules pour calculer les formules de Chichin, de mémoire, pour calculer le rayon maximal. Donc, on a des paramètres inconnus, on a des équations. On peut essayer de résoudre l'équation l'équation pour trouver en fait la décharge et puis le débit en fonction de type calcul que vous avez choisi. Donc là, je vais essayer de faire une démo, un calcul de puits de décharge. Donc là, vous voyez tout ce qui est en vert, c'est les puits, c'est l'emplacement des puits. Et puis, tout ce qui est en bleu, c'est les points de calcul, en fait. Donc, on va définir les types de nappes,
la hauteur des nappes, les modes de calcul, on a puits de décharge, puits de pompage, l'épaisseur des couches en question, la perméabilité, les modules, ions, etc. pour le calcul de tassement. On définit les puits. Donc là, il a déjà, voilà, il a 25 puits et on définit le point de calcul. Donc, les puits, on va, enfin, c'est un calcul de puits de décharge. Donc, on va en fait imposer une décharge. Donc, vous voyez ici, on a une décharge constante de 4 mètres. Lorsqu'on lance le calcul, il va basculer vers l'onglet résultats dans lequel vous trouvez en fait tous les résultats. Donc là, ici, on a des tableaux, des tableaux de résultats des puits, dans lesquels on trouve des décharges imposées, les rayons d'influence, le débit individuel calculé. Et puis, l'UNTIN va comparer avec le débit critique, calculé par une formule de Chichat de mémoire. Et puis, dernière colonne, c'est fait juste un contrôle pour voir est-ce qu'on dépasse ou pas le débit critique. Là, c'est le résultat des puits. On a les résultats sur le droit des points calculés qu'on a ajoutés. Et puis, on a des résultats graphiques, les décharges 2D. Donc, les cartographiques 2D, 3D. Ça, c'est en 3D. Et puis, le tassement. Donc, en fonction voilà, parce qu'on a saisi un module, on a l'incrément contraint dû aux effets de rabattement de la nappe. Donc, ça provoque un tassement. Donc, on peut calculer aussi le tassement de cette couche-là. Donc, voilà, une petite démo pour l'UNTIN Roupuy. Je laisse la parole à Gilles pour clôturer. La conclusion et vous inviter à poser des questions. Donc si je reprends le fil de la présentation. Voilà pour ce qui est de la démonstration. Évidemment, on ne vous a pas tout montré. Je l'ai dit, dans la partie OAD, on avait 7 modules, mais il va y en avoir qui vont arriver prochainement. Et dans la partie calcul, on a 9 outils ou une dizaine d'outils pour l'instant. Et là, je l'ai dit tout à l'heure, d'autres vont faire leur apparition progressivement. Je vais répondre à certaines questions qui ont été posées dans le chat. Alors, j'y ai répondu par écrit, mais je pense que c'est pas mal aussi d'y répondre à l'oral si vous êtes encore tous là et vaillants. Première question de Claire relative aux licences. Donc, si j'illustre un petit peu et au contenu des licences, Grégory également a posé cette question. Donc, est-ce que je repartage mon écran? C'est bon, vous le voyez. Donc, je l'ai dit, pour l'instant, on a 2 niveaux de licence basique, licence pro. J'ai passé sous silence pour l'instant la version Ultimate qui va sans doute sortir courant d'automne ou début d'année prochaine. Cette licence Ultimate comprendra une licence Pro Orbo et une licence à un ou plusieurs logiciels desktop de Terrasol. Donc ça, on y reviendra. Je pense qu'on refera une communication pour expliquer tout ça quand ça sera sorti et techniquement développé de notre côté, enfin, on va dire plutôt connecté de notre côté. Donc, très simplement, quand vous êtes dans l'application, vous changez de licence en cliquant sur un bouton ou un autre. Voilà. Quand vous cliquez sur un bouton, j'étais sur Basic, je passe à Free, je libère la licence Basic pour quelqu'un d'autre de votre domaine qui voudrait l'utiliser. Donc, c'est des jetons, les licences. Vous créez autant d'utilisateurs que vous voulez. Ici, dans mon domaine démo, j'ai une petite dizaine d'utilisateurs. En tant qu'administrateur de ce domaine, j'ai ajouté ces utilisateurs. J'en ai invité un certain nombre qui viennent d'autres domaines et je leur donne le droit d'utiliser les licences de mon domaine. C'est le domaine hôte qui fournit les licences. Voilà, donc ça répond à la question de Claire, je crois, qui demandait comment les invités ont accès aux licences. C'est l'hôte qui leur fournit la licence. Ils ne peuvent pas pour l'instant venir avec leur licence du domaine duquel ils sont membres. Voilà. Vous pouvez, en tant qu'utilisateur, avoir accès à un tableau d'utilisation des licences en temps réel. Donc là, moi et Mintoine, on est connectés sur ce domaine démo. Moi, je suis en free, lui, il est en pro. Voilà, donc en temps réel, vous pouvez voir qui est connecté, qui utilise quelle licence. Ça peut être assez pratique si vous avez un nombre de licences limité, mais que vous êtes de nombreux utilisateurs
pour dire à votre collègue, à un de vos collègues, est-ce que vous pouvez libérer une licence? J'en ai besoin. Voilà sur cet aspect licence. Sur le contenu, donc si vous créez un compte sur Robo, vous aurez assez facilement accès à ce qui est compris dans chaque licence, puisque c'est affiché par un petit symbole sur chaque module. Donc par défaut, vous avez accès à l'outil en mode free, vous pouvez juste consulter les données et vous ne pouvez pas créer de contenu, ça je l'ai dit tout à l'heure. En mode basique, vous avez accès à la base de données des reconnaissances, donc si je retourne dans le projet que Minton a créé. Ici, j'ai accès à la base de données reconnaissance. Je peux éditer, si on m'a donné les droits d'édition sur ce projet-là, je peux tout à fait éditer les données en mode basique. J'aurai accès à tous les outils, notamment le dépouillement des précieux, je vais y revenir quand il sera sorti. Et par contre, en termes d'accès aux modules, je n'ai accès qu'au module CISO et Stra, donc Stra dont Minton a fait une présentation tout à l'heure, donc bloc 3D de sol et coupe. Les autres sont dans la licence pro, donc vous voyez, je ne peux pas les ajouter à mon projet. Pour ce qui est des calculs, en licence basique, on a accès à fond de sup et fond de prof. Les autres sont dans la licence pro. Voilà, donc là, je ne peux pas les ajouter à mon projet. Donc pour y accéder, je switch sur la licence pro et maintenant je peux les ajouter autant que je veux. Voilà, j'espère que ça répond aux questions qui étaient relatives aux licences. Alors, il y avait, donc j'en ai parlé tout à l'heure, le dépouillement précieux, il y a eu pas mal de questions là-dessus. On y travaille activement. C'est des ingénieurs chez nous qui sont spécialisés là-dedans, notamment Julien Habert qui a développé le moteur de dépouillement, et Mintoine travaille à réaliser un module de dépouillement, donc qui sera intégré à la brique reconnaissance. On a l'outil en interne, on le teste, on le valide, voilà, pour qu'il soit le plus facile à utiliser possible. Mais c'est bien prévu. Donc, je l'ai dit aussi en préambule, on a pour vocation à, dans la partie reconnaissance, intégrer petit à petit tout un tas d'outils de facilitateurs pour les gens qui dépouillent des essais en laboratoire. Voilà, donc ça sera fait progressivement. Pour l'instant, on se concentre sur les données dérivées, enfin les données interprétées pour le Précio, MP, LPF, mais on va remonter d'un cran progressivement, essai par essai, pour vous donner accès à des outils de dépouillement également pour tout type d'essai. Alors, si je rebalaye les questions. Fond de sup, donc effectivement, il y a une question de Claire sur fond de sup. Est-ce que ça comprend les mêmes fonctionnalités que Foxta? C'est le cas. Fond de sup, fond de prof. C'est le même moteur qui est partagé entre la version desktop de Foxta et la version Orbo. La présentation est un petit peu différente et surtout la version web inclut le mode multicalcul qui permet de combiner la création du bloc 3D par crigeage simple, comme l'a montré Mintoine, et une optimisation des dimensions des fondations, poteau par poteau, fondation par fondation. Alors ensuite, Romain a posé une question sur les corrélations entre les valeurs, notamment d'angle de frottement et de cohésion, et d'autres valeurs enseignées. On est en train de développer un outil de corrélation qui intègre un certain nombre de corrélations de notre bibliothèque, qu'on utilise au quotidien. Donc ça sera typiquement un outil qui sera intégré à OAD quand il sera validé de notre côté. Voilà, André avait posé la question dans la brique param, est-ce qu'on peut créer, conserver un historique des paramètres? Donc je l'ai montré tout à l'heure, vous pouvez, alors c'est plutôt un détournement de la fonction, mais vous pouvez le faire comme ça. Ici, vous pouvez très bien créer un tableau paramètres d'AVP, puis un deuxième tableau paramètres pro, et voilà, vous pouvez créer autant de tableaux que vous voulez, secteur par secteur. Alors pour ce qui est de l'import, je l'ai dit tout à l'heure, l'import des données, Éléonore posait la question, est-ce qu'on peut importer des PDF ou des Excel? On peut importer des Excel, plus exactement des CSV, donc des fichiers texte sous forme de tableau, essai par essai, sondage par sondage, bientôt table par table, dans la brique, dans les tables tout à l'heure que j'ai présentées ici, on va pouvoir importer un CSV très bientôt. Par contre, on ne peut pas importer de PDF. Voilà. Le problème des PDF, c'est que
voilà, ils sont différents à chaque fois, et donc bon, il n'est pas dit que dans un avenir lointain, on n'arrive pas à faire des choses intelligentes, mais pour l'instant, c'est quand même un truc extrêmement complexe à intégrer. L'interpolateur, Pascal Chaliva parlait de quel est le type d'interpolation réalisé par les outils Ciseaux et Stra. Il s'agit d'un crigeage simple. Clic-bouton, hein, donc évidemment, vous n'avez pas accès à, pour définir les paramètres complets du crigeage. Nous, on veut que ça reste quelque chose, un outil très très simple, très facile d'accès. Si vous avez besoin de faire de la géomodélisation, voilà, il vous faut des outils plus avancés, et c'est pas pour l'instant Orbo qui va vous les fournir. Néanmoins, on va faire une passerelle vers notre outil Straticad qui sert à dessiner maintenant en 3D des couches de sol, des logs, à intégrer tout ça en 3D dans AutoCAD et dans Civil 3D. Alors, je pense que j'ai à peu près balayé toutes les questions auxquelles j'avais répondu à l'écrit. Alors, il y a une question relative à FontSub FontProf. Les versions d'Orbo de FontSub FontProf peuvent-elles se substituer de la licence Foxta? Dans ce cas, peut-on ajouter aussi d'autres modules? Pour l'instant, donc dans Orbo, on a intégré dans la version Pro FontSub et FontProf, comme je l'ai dit tout de suite. On va certainement en ajouter d'autres prochainement, notamment il y a un CELDO qui est en cours de test chez nous en interne. Ça va se faire progressivement. Maintenant, il y a parfois des modules qui sont un petit peu lourds en termes de temps de calcul, TASPLAC notamment. Voilà, donc ça va voir le jour, mais pas tout de suite. Et de toute manière, on édite, enfin, on améliore toujours nos logiciels de bureau, hein, ils ont leur vie propre, je l'ai dit. Les modules de calcul et d'analyse qui sont intégrés à Orbo complètent l'offre. Le but, c'est de vous apporter plus de choses plutôt que de les remplacer progressivement. Donc on met l'accent principalement pour l'instant sur l'apport de nouvelles fonctionnalités que vous ne trouvez pas dans nos logiciels actuels. Alors, tu as répondu à une question sur les fondations mixtes, Mintoine. Ok, donc là, effectivement, on vous a réorienté, Wademe, vers Foxta, qui permet de faire effectivement, avec son module Groupie, des calculs de fondation. Alors, Charles pose la question, dans le module Rocco, est-il possible d'ajouter nos propres éléments, par exemple pour inclure des essais de labo in situ moins courants? Alors, je l'ai dit, on contient quand même une base qui est construite sur l'AGS, donc qui contient énormément de choses. Mais nous-mêmes, on s'est rendu compte qu'il y avait parfois des manques dans le format AGS à l'heure actuelle. Donc, on a rajouté des essais. Donc, le faire vous-même, non, pas pour le moment. Par contre, si vous voyez qu'il y a un type d'essai qui manque, on peut très bien programmer l'ajout de ces données-là dans notre base de données, bien sûr, avec plaisir. À terme, Orbo remplacera-t-il l'achat de licences? À terme, ça dépend de ce qu'on met dedans. En tout cas, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une licence Ultimate qui va être proposée sans doute à partir de fin d'année, début d'année prochaine, qui comprendra un abonnement à, Marc vient de répondre, qui comprendra un abonnement à Orbo et un ou plusieurs licences à nos logiciels. Voilà, mais pour l'instant, en tout cas, les achats que vous faites de licences de nos logiciels desktop restent tout à fait valables. C'est notre mode de commercialisation à l'heure actuelle. Pouvez-vous nous donner un exemple de sortie de la plateforme Orbo? C'est une question de Romain. Alors pour l'instant, on est en train de travailler d'arrache-pied sur l'édition des rapports. On a commencé sur l'édition des rapports de ce qui peut sortir des outils OAD. On le fera sur Calc, ensuite sur les outils Calc. Et sur les rapports de données brutes, pour l'instant, on y travaille. Je ne peux pas vous fournir d'exemples à l'heure actuelle, mais soyez certains que ça sortira le plus vite possible. Ok, voilà, donc Marc a répondu à Toussaint qui posait la question de comment on peut télécharger l'outil. L'outil ne se télécharge pas, c'est une plateforme en ligne. Vous avez juste à accéder au site et à vous connecter. Donc là encore une fois, je le rappelle, écrivez-nous à l'adresse orbo@terrasol.com et on vous répondra avec plaisir. C'est 2 étapes.
pour cette, vous m'écrivez, enfin vous écrivez à cette adresse, quelqu'un du pôle logiciel va créer votre domaine sur Orbo, c'est votre espace réservé. Donc il faut que vous nous indiquiez le nom que vous voulez donner à ce domaine et la personne qui va administrer ce domaine. Voilà, donc alors là en l'occurrence, par exemple, c'est moi sur le domaine des mots. Je me connecte à ma page de domaine et je peux ajouter des utilisateurs, donc je fournis un email. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et évidemment, on vous enverra en même temps les conditions générales d'utilisation de l'application. Alors, Julien pose la question des autres sources de données SIG au format Shapefile et d'autres logiciels SIG, ArcGIS. Donc, alors je l'ai dit tout à l'heure, le mini SIG qu'on a intégré à Orbo comprend pour l'instant l'import de calques GeoJSON. Ça a l'intérêt d'être ce format-là, ça a l'intérêt d'être un seul fichier qui comprend le système de référencement et qui est multi-type de données. Donc vous pouvez mettre des points, vous pouvez mettre des lignes et vous pouvez même des polygones. Donc Orbo se chargera de transformer votre fichier en autant de couches qu'il le faut en créant un multipoint, multiligne, un multipolygone. Et il importera ces calques-là. Pour l'instant, on ne gère pas les shapefiles. Je pense qu'on le fera à l'avenir. Mais le problème du shapefile, c'est que c'est un multifichier. Mais c'est pas très très compliqué. On va pouvoir par contre se concentrer dans un premier temps sur tout ce qui est raster, donc les géotifs. Voilà, ensuite les sorties spécifiques ArcGIS ou QGIS. En tout cas, les fichiers projets, on ne va pas les gérer. On va gérer couche par couche ce que vous pouvez exporter couche par couche depuis ArcGIS ou QGIS. Voilà, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Je fais le tour. Oui, donc il y avait une question de Valentin sur les nouveaux outils, enfin la sortie des nouveaux outils. Je l'ai dit tout à l'heure, donc on est en version bêta test, ça veut dire que pour l'instant c'est gratuit jusqu'à mi-septembre, fin septembre. Et ensuite, donc pendant cette période-là, on essaye de sortir des fonctionnalités au moins tous les 15 jours. Donc là, par exemple, jeudi dernier, on a sorti une ou deux fonctionnalités supplémentaires. Voilà, donc je vais essayer, le pôle logiciel va essayer de communiquer à chaque fois à tous les administrateurs de chaque domaine d'Orbo les nouveautés quand elles sortent. Et on vous préviendra également à l'avance quand on déploie des nouvelles mises à jour. Ça met en stand-by le site pendant quelques minutes. Voilà. Mais globalement, on a l'intention d'ajouter des nouvelles fonctionnalités très souvent. On a une équipe de développeurs à plein temps dédiée à ces développements. Et donc, voilà, une liste assez importante de fonctionnalités prévues. Néanmoins, si cette période de bêta test, c'est aussi pour vous l'occasion de tester les outils et de nous faire des retours de bugs, évidemment, il y en a. Donc, on en corrige tous les jours des bugs, mais aussi des retours de fonctionnalités. Si vous avez des envies de fonctionnalités, si voilà, vous pouvez nous poser cette question-là toujours via le mail orbo@terrasol.com et on vous y répondra. On a une liste de développement pour le futur assez garnie. Voilà. Mais évidemment, le but, c'est de répondre aux attentes aussi, également de tous nos clients. Est-il possible d'accéder au changelog des nouveautés depuis l'application? Demande Louis. Ça le sera bientôt. Ça sera intégré au fichier d'aide. Ça sera une page HTML avec l'aide à la prise en main, la notice de prise en main, et le changelog qu'on va intégrer de la même façon. Tout à fait. J'attends encore 2 minutes si il y a d'autres questions. En tous les cas, donc Sandra l'a dit dans le chat tout à l'heure, vous pouvez accéder en replay à cette présentation sur YouTube, sur notre chaîne YouTube, très prochainement, enfin juste après, je crois, c'est ce qu'elle a dit. On reste à l'écoute de toutes vos questions par email. Évidemment, si vous voulez tester l'application, là encore, écrivez-nous et on reste en contact de cette façon. Alors, Wademé pose la question, je suis en face d'un projet où le forage des pieux est réalisé par percussion. Est-il possible de consigner de mise en œuvre par refoulement?
Alors là, vous parlez sans doute de l'outil FondProf pour le calcul des pieux, ODM. Donc l'outil FondProf comprend le type de pieux. Hein. Donc il y a des pieux par refoulement, des pieux sans refoulement. Et donc l'outil vous calcule automatiquement avec les ABAC, enfin les formules, la valeur de QS, du frottement limite unitaire latéral, et la valeur de QP en pointe en fonction du type de pieux. Donc ça, je pense que ce que vous faisiez référence à ce calcul de pieux, donc c'est ça qu'il vous faut utiliser comme module. Par percussion, d'accord. Je n'ai pas la réponse là, il faudra que vous nous posiez la question par mail et puis on regardera, on essaiera de comprendre exactement votre question. J'attends encore 2 minutes, savoir s'il y a d'autres questions. Allez-vous présenter un module de vérification des pieux selon acier, selon l'Eurocode 2, demande Yann. Non, on n'a pas encore ça en stock, je ne crois pas me tromper. Mintoine peut me détromper s'il le souhaite. Non. Après, donc là, vous parlez de la vérification structurelle. FondProf nous fait la vérification de l'interaction sol-structure, vérification de la structure elle-même, peut être faite dans un module. Alors peut-être que c'est le module acier, mais il faudrait que posez-nous votre question par mail et puis on fera une réponse un petit peu plus circonstanciée avec des exemples pour voir si ces outils peuvent vous aider à vérifier vos pieux en acier. Oui, peut-être c'est LinkedIn STA Arcier qui... Oui, on a un outil qui permet effectivement de vérifier les structures acier selon l'Eurocode 2. Donc, ça peut sans doute répondre à votre besoin, mais là, j'ai besoin d'en savoir peut-être un petit peu plus sur votre problématique spécifique pour vous répondre. Très bien. Ben, merci pour ces questions. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Merci pour votre attention et pour votre participation à ce webinaire. On se retrouve très vite pour de prochains webinaires en septembre. Je crois que le prochain, je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure. Enfin voilà, il y aura un webinaire en septembre consacré à un logiciel desktop. Et je l'ai dit, on va organiser également une session de formation de prise en main d'Orbo, sans doute fin septembre, début octobre. Donc on vous fera savoir via notre newsletter les dates qui seront fixées pour cette formation. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et surtout à lire la newsletter quand elle paraît pour être au courant de ces dates. Merci à tous et bonne fin d'après-midi. Bon appétit à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.